Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous, pour cet épisode un peu particulier des interviews Scale2Sell, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer Stéphane Seguin. Salut Stéphane. Salut François-Joseph. Alors Stéphane, nous on se connaît depuis déjà maintenant presque une dizaine d'années, quand tu étais dirigeant de Fuel Market. On va revenir sur pourquoi c'est une interview un peu particulière, c'est qu'aujourd'hui tu es coach, tu accompagnes des dirigeants, tu as un parcours d'intrapreneur, parce qu'après avoir passé de nombreuses années au sein du groupe Société Générale et du groupe Total, tu as dirigé Fuel Market, qui était une start-up au sein d'un grand groupe. Et puis, après un passage chez Total Lubrifiant, tu es parti dans le monde du coaching. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va voir avec toi un peu quels sont les comportements que l'on retrouve chez beaucoup de dirigeants qui peuvent limiter la croissance et du coup empêcher la croissance de l'entreprise, la croissance de l'entrepreneur et le limiter dans sa capacité à aller vers un événement capitalistique. Ok, eh ben, Un avec programme grand chargé, ça te va? plaisir. Bon. Je te laisse, au-delà de cette présentation, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Non, écoute, je suis enchanté d'être là avec toi. C'est vrai qu'on se connaît, on s'est connus dans une autre vie, qui est une vie trépidante de la transformation digitale. Et puis, effectivement, j'ai été DG de Fuel Market. C'était pas le produit qu'on s'attendait le plus à retrouver sur Internet. Et pour autant, on a réussi à atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et effectivement, maintenant, bah, je coach des dirigeants en ayant été dirigeant moi-même. Et c'est ça qui fait mon charme et ma singularité. Bon. Qu'est-ce qui t'a amené justement à quitter le grand groupe pour basculer du côté entrepreneur? Alors, c'est une longue histoire, mais en fait, sans raconter toute l'histoire, je pense que c'est les 5 ans à la tête de Fuel Market qui m'ont mis plus qu'une graine. Parce qu'en fait, même si c'était pas mes deniers personnels, mais j'étais président, directeur général de la filiale avec toutes les responsabilités que ça incombe en termes de recrutement, en termes de développement e-commerce, SEO, etc. Et bah, j'ai pris goût à diriger une boîte. Et puis, la grosse structure a plein d'avantages. Je ne vais pas te dire le contraire, sinon j'aurais pas fait 25 ans dans deux grands groupes. Par contre, au bout d'un certain temps, il arrive que tu te sentes un petit peu étriqué et sans, encore une fois, raconter tous les détails, mais le développement d'une boîte, c'est important, mais le développement d'un dirigeant, pour moi, c'est primordial. Et comme j'avais eu besoin d'être coaché et que j'avais vu la puissance du coaching, bah, je me suis consacré, j'ai décidé que à 50 ans, un petit peu avant, j'allais partir voguer moi-même sur mon petit bateau et coacher des dirigeants qui eux-mêmes sont à la tête de plusieurs dizaines, centaines de salariés, ça dépend lesquels. Et voilà, donc je suis là pour faire bénéficier de mon expérience, de mon expertise et aussi de mon apprentissage du coaching. Voilà, les deux. Tu as dit un truc intéressant, c'est que tu avais eu besoin d'être coaché avant de coacher. Ouais. C'est quelque chose qu'on t'avait suggéré ou que tu avais identifié toi-même? Alors pour l'anecdote, j'avais identifié que c'était nécessaire que mes équipes soient coachées. Donc ça, c'est le biais que j'avais à l'époque, c'est que je considérais que j'avais pas besoin. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus, c'est que beaucoup de dirigeants pensent qu'ils sont pas concernés par ça. Ils peuvent se débrouiller tout seuls et voire même certains dirigeants français considèrent qu'être coaché, quelque part, c'est un signe, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui va pas. Donc,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en voulant faire coacher mes équipes, la coach, très habilement, m'a demandé si elle pouvait venir dans une session de comité directeur. Et subtilement, elle m'a gentiment proposé de coacher les membres du CODIR avant de coacher les équipes. Et elle a commencé par moi. Donc au départ, j'étais un petit peu surpris parce que c'était pas ma demande initiale, mais je me suis laissé un petit peu porter par la proposition. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que malgré toute mon intelligence, ma stratégie, etc., eh ben, elle me posait des questions que je ne m'étais pas posées. Et en me posant des questions que je ne m'étais pas posées, j'ai pu prendre un recul qui a été à la fois bon pour ma santé, mais qui a été bon aussi pour le business. C'est-à-dire que je ne vais pas attribuer que à ma coach euh, la croissance de Fuel Market, mais la croissance s'est accélérée après que j'ai été coaché parce que j'ai dirigé différemment l'entreprise, j'ai managé différemment, et j'ai pris un peu plus soin de mon équilibre personnel. Voilà, donc j'ai vu un avant et un après, ça m'a marqué, et aujourd'hui, bah, j'essaye d'apporter un avant et un après à mes clients. Aujourd'hui, tu t'adresses principalement à qui? À des dirigeants, des cadres, et c'est quoi un petit peu le profil typique aujourd'hui de la personne coachée en France? Moi je m'adresse essentiellement à des dirigeants et des entrepreneurs. Alors dirigeants, alors je vais revenir, entrepreneur, ça tout le monde sait ce que c'est, ok, patron de l'entreprise. Dirigeant, c'est dirigeant de filiale, un petit peu comme moi j'étais dirigeant de filiale comme Fuel Market, dirigeant dans un grand groupe ou dirigeant d'une PME. Donc ce sont des dirigeants essentiellement. Après, ta question, c'est qui se fait coacher, c'est ça? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pro tu disais que effectivement dans l'inconscient collectif et l'inconscient de beaucoup d'entrepreneurs, c'est coacher, c'est qu'il y a un problème et Ouais. j'imagine que dans la réalité, en fait, c'est pas ce que tu constates, et donc du coup, quel est un peu le profil du coaché français aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a un profil? Alors, déjà, c'est très franco-français de penser que on va pas bien quand on a un coach. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, notamment les États-Unis, où le dirigeant, quand il va très bien, il a un, deux, voire trois coachs. Bon, ça c'est déjà une première remarque. C'est un peu le psy. Il y a quelques années, quand on allait chez le psy, c'est qu'on était fou. Et ben en France, on en est encore là pour les dirigeants. C'est de considérer que quand on a un coach, c'est qu'on est un mauvais dirigeant. C'est une erreur énorme. Le profil type, c'est plutôt des gens qui sont humbles, c'est plutôt des gens qui commencent à être conscients des limites et des conséquences de leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire ils sont soit fatigués, soit ils perdent du sens. C'est-à-dire qu'ils ont des symptômes et ils commencent à se dire je ne trouve pas moi-même de solution, donc peut-être que je vais m'adresser à quelqu'un. Et j'ai pas mal de clients, peut-être la raison, c'est que j'ai été dirigeant moi-même, et du coup, il y a une forme de sympathie, une forme de légitimité de se dire, je vais aller voir un coach, mais qui sait ce que j'ai vécu, et il va encore mieux me comprendre. Alors, je vais pas dire le contraire, puisque c'est forcément ma singularité, et je pense qu'effectivement, je les comprends assez rapidement. C'est quoi les grands formats d'accompagnement, aujourd'hui quand on coach? Alors, tu as différents formats. Tu peux avoir un format, quelque part un peu à la petite semaine, c'est-à-dire on se voit de temps en temps et puis, on avance comme ça. Bon, ça c'est un format pour moi qui est de plus en plus périmé. Pour moi, moi ce que je souhaite comme format, c'est un format sur une durée qui a un objectif de transformation, c'est-à-dire qu'on fait le bilan de où on part et on fait une prospective de là où la personne veut aller, qu'est-ce qu'elle veut changer, qu'est-ce qu'elle veut améliorer. Et donc pour moi, c'est avoir une période vraiment clé où la personne est coachée, accompagnée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les cercles où on va se retrouver entre dirigeants, donc des masterminds, qui vont permettre entre dirigeants à la fois d'avoir du networking, mais à la fois de continuer à être coachés
et à la fois avoir un autre outil qui est le mastermind. Donc moi, c'est mes deux formats préférés. J'en ai d'autres. J'ai aussi des formats de diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, des dirigeants qui veulent savoir où est-ce que j'en suis, quels sont mes points d'amélioration, quels sont mes points de force. Et ça, de plus en plus, j'ai des clients qui viennent me voir pour me dire où est-ce que je peux m'améliorer, pour à la fois être plus performant, mais aussi pour avoir plus d'équilibre sur un plan personnel. Est-ce que Ok. j'ai répondu à ta question? Tu as répondu, non, non, tu réponds très bien à ma question. Et alors maintenant, du coup, toi, si on devait faire un peu un focus des mauvaises pratiques avant d'être dans les bonnes pratiques, euh, quand quelqu'un vient vers toi, bon, tu as dit qu'il était plutôt en général, effectivement, il avait pris conscience, mais c'est quoi les comportements qui amènent à un moment ou à un autre à cette prise de conscience? Alors, le premier problème, enfin, je vais te faire un top, mais comme ça qui va me venir, c'est parfois être trop sympathique avec ses équipes, perdre un niveau d'exigence. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à recruter et pour certains, ils se disent: «Il faut que je fasse attention de bien garder mes équipes» et inconsciemment, ils deviennent très sympathiques, voire un petit peu paternalistes avec leurs équipes et ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à exiger, ils ont du mal à processer. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette erreur. Parce que je dirais à l'inverse que, et je l'ai vu moi en tant que dirigeant, c'est derrière souvent une certaine exigence, mais à la fois une clairvoyance, un partage de la vision, que les équipes deviennent fidèles. Moi, j'avais une fidélité, j'étais pourtant dans des profils web marketing, IT, etc., qui sont quand même connus pour être très courtisés. Moi, j'étais quelqu'un d'exigeant, mais à la fois qui partageait ma vision. Et beaucoup de dirigeants sont tellement tétanisés de perdre leurs équipes que ils sont pas si exigeants que ça, ils sont un peu implicites dans leurs demandes. Et ça, c'est un des premiers problèmes selon moi. Le deuxième problème que je mettrais, c'est quelque part, on a l'habitude aujourd'hui d'aller en mode MVP, Minimum Viable Product. Ok, c'est super, je suis complètement d'accord avec ça. Mais il y a un moment, il faut passer la deuxième, la troisième, la quatrième pour processer, organiser, structurer, cadrer, jalonner, avoir des suivis, avoir des métriques. Et ça, c'est un autre truc que je vois assez régulièrement chez les dirigeants, c'est qu'en fait, bah, on mélange les étapes, on reste un petit peu dans le start, mais on rentre pas dans le up. Donc c'est la problématique du scaling que tu connais très bien. Et du coup, pour le passage à l'échelle, eh ben on, à la fois les processus, mais aussi le rôle, les rôles ne sont pas adaptés aux étapes par lesquelles passe le dirigeant, le chef d'entreprise. Le troisième point, c'est le déséquilibre pro-perso. C'est le côté soit fort du dirigeant, et je suis passé par là. Je dormais 3-4 heures par nuit, j'avais plus de week-end, je partais plus en vacances, ou du moins mes vacances c'était mon bureau. Enfin bref, il y avait une confusion. Et là-dessus, si le dirigeant ne fait pas attention, au fur et à mesure, sa bande passante personnelle se réduit, alors que sa bande passante professionnelle s'agrandit, et à un moment, il s'épuise, donc le burn-out ou le pré-burn-out, qui peut conduire à des problèmes de santé, des problèmes d'équilibre personnel, etc. Voilà. Est-ce que tu es étonné par mes réponses? Non, je suis pas étonné. En fait, effectivement, ayant été passé par la case dirigeant, le côté sympathique et on a trop souvent trop souvent tendance à mélanger bienveillance et sympathie. Et effectivement, c'est pas des choses qui m'étonnent particulièrement. Euh,
Et après, effectivement, le fait que ce que tu expliquais sur le côté MVP, où on a tendance à se satisfaire de résultats intermédiaires sans passer à l'échelle, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et il y a un truc aussi, alors je l'ai un peu dit rapidement, mais le côté implicite. Euh, il y a un moment, on se comprend assez bien soi-même, ça va à peu près. Donc quand on démarre un business, souvent l'implicite nous va bien et c'est assez rapide, tout le monde se comprend. Sauf que plus la boîte grossit et plus l'explicite doit se mettre en place, sinon l'implicite et nous met dans des dangers assez forts, d'être incompris, de créer de la frustration, de créer de l'angoisse, de l'incompréhension, etc. C'est la base des processus. Les processus sont là pour éclairer, pas pour C'est la limiter. base des processus et c'est aussi la base du feedback, c'est aussi la base de la reformulation. Pour s'assurer, entre êtres humains, on croit tout le temps qu'on s'est bien compris, sauf que on a chacun notre lecture d'une même réalité. Et du coup, les bonnes pratiques que tu as vues, ou les bonnes pratiques que tu recommandes par rapport à ces différents, on va dire, petits syndromes du mauvais manager ou du manager qui s'épuise. Bah, déjà, c'est d'avoir, alors au-delà de se faire coacher, mais c'est de prendre acte régulièrement de dans quelle étape je me trouve. C'est-à-dire que le dirigeant, il est dans un monde extrêmement volatile, il évolue lui-même, ses équipes évoluent, son marché évolue, etc., etc. Et cetera. Et puis, on va pas faire le dessin, mais toutes les crises qu'on se vit, qu'on se prend dans la figure sont fortes. Donc régulièrement, c'est de prendre une nouvelle photo de où est-ce que je me trouve, où sont mes valeurs ajoutées en tant que dirigeant, où sont les valeurs ajoutées des autres, et quelque part de prendre ce temps qui paraît inutile comme ça, mais de se dire, est-ce que je suis encore au bon endroit? Est-ce que je suis le dirigeant que j'aurais aimé avoir si j'étais dans mes propres équipes? Donc c'est des réflexions comme ça qui paraissent comme ça un petit peu bizarres, mais le monde évolue et donc le dirigeant doit savoir évoluer. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est d'être exemplaire. C'est d'être exemplaire dans son exigence vis-à-vis de soi-même, mais aussi d'être exemplaire dans l'exigence qu'on a vis-à-vis des autres. Et c'est un peu le pendant de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire être empathique, mais être exigeant et être clair dans ses exigences, avoir des reportings qui sont partagés, avoir des carottes, mais potentiellement avoir des bâtons, c'est-à-dire savoir dire stop, savoir recadrer, en gros, avoir du courage managérial, c'est un peu vieux comme réflexion, mais le courage managérial, c'est extrêmement important pour moi, pour un dirigeant. Comment on devient courageux managérialement? C'est le coaching qui réussit à faire ça ou? Bon, après, il y a tout un tas de colorations, mais il y a l'expérience, il y a quel caractère on a, mais je pense que le courage managérial, je vais prendre un exemple qui m'a concerné moi. Pendant un temps, j'étais persuadé que les développeurs informatiques étaient des infidèles et que j'étais condamné à avoir tous les 3 4 mois soit quelqu'un qui me demande une augmentation forte, soit quelqu'un qui me présente sa démission. Et donc, je m'étais dit, c'est comme ça, faut courber le dos, on peut pas faire autrement. Et puis un jour, je me suis dit non, ça ne sera pas comme ça. Je vais choisir des gens, je vais prendre le temps en faisant un scan sur leurs soft skills. Je vais prendre des gens qui sont engagés, des gens qui sont fidèles. Et puis, peu importe ce que me dit mon CTO sur les aspects techniques, ils apprendront, mais priorité aux soft skills. Et en fait, je peux te dire que je me suis remercié bien des fois d'avoir changé de regard sur la situation, parce que je me suis retrouvé avec des développeurs et des lead dev et un CTO qui sont restés des années entières, qui étaient engagés pour la boîte. Et là, j'ai pu dormir sur mes deux oreilles, au moins sur ce plan-là. C'est-à-dire que j'avais une continuité
et la qualité de service s'en est vue nettement améliorée. Donc le courage managérial, c'est d'abord aussi de se dire à soi-même, allez, je prends des risques peut-être pour la boîte, mais je prends des risques court terme pour éviter d'avoir en permanence des risques à gérer encore et encore et encore. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les dirigeants. C'est on est en mode pompier, donc on va gérer les urgences à droite, à gauche, etc. On va colmater les brèches, mais en attendant, on ne s'attaque pas aux problèmes structurels. Donc s'attaquer aux problèmes structurels, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça met en risque, mais quelque part, le résultat, il est pour moi extraordinaire. Donc c'est le courage managérial, c'est de se dire, je mets en doute mes craintes et je vais courageusement m'attaquer aux choses les plus importantes pour ma boîte. Je suis d'accord. C'est une grosse différence entre gérer et diriger. Gérer, on Et c'est réagit, pas faux. diriger, on prévoit. C'est pas faux. On fait aussi la différence entre le manager et le leader. C'est vrai que le leader va inspirer, va être assez cash, va être assez authentique. Moi, on me disait souvent, qu'est-ce que t'es cash? Oui, bah oui, je suis cash parce qu'en fait, moi, je suis comme ça et que ça va plus vite en étant clair, transparent. Est-ce que le coaching peut pas amener à se faire un peu peur? Tu disais qu'il faut en tant que dirigeant, on prend une photo de l'endroit où l'on est, mais est-ce qu'on est prêt à regarder la réalité? Et comment, faire face à ces réalités-là? Alors j'aurais tendance à te dire, tout dépend du coach. Alors je vais faire ma petite pub personnelle, mais je vais parler de la profession. On va dire les bons coachs vont t'amener avec beaucoup de respect. Je crois que l'une des clés de voûte du coach, c'est son écoute empathique. Et donc il va passer du temps à se mettre à la place de son client, à comprendre son mode de raisonnement et du coup, en fait, c'est assez rare que quelqu'un nous écoute à ce point. Et à ce point de prendre nos lunettes, à ce point d'essayer de comprendre notre mode de fonctionnement. Donc en fait, en mode de coaching, moi, j'ai pas beaucoup de clients qui me disent que ça a été douloureux. Alors, il peut y avoir des séances qui sont désagréables, inconfortables, parce qu'on a des prises de conscience et qu'on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai fonctionné comme ça et pourquoi j'ai pas changé plus tôt et comment je vais faire maintenant que je sais qu'il faut changer, comment je vais changer le mode de fonctionnement. Donc il y a des petits moments d'inconfort. Par contre, le coaching, quand il est accompagné sur plusieurs séances, c'est quand même quelque chose, je crois, en tout cas c'est le feedback que j'ai, d'agréable. Voir ce que j'entends, c'est des dirigeants qui me disent: «Mais j'aurais dû commencer bien plus tôt à me faire coacher parce que, j'y vois plus clair, je vois les choses différemment, je me suis rassuré». Parce qu'il faut aussi dire que ce qui est inconfortable pour le dirigeant, c'est d'être seul et d'être seul avec ses problèmes et de tourner en rond avec ses problèmes. Et notre ami Einstein disait, la folie, c'est de croire qu'on peut obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Je suis désolé pour les dirigeants, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette forme de folie, tout simplement parce qu'ils sont en vase clos et qui regardent uniquement dans leur carré, alors que la solution, elle est peut-être juste en dehors, au-dessus, sur les côtés. Donc pour moi, c'est l'inverse. Le coaching, ça n'apporte que de la libération et de se sentir finalement mieux dans ses baskets et plus responsable. Et du coup, pour toi, le coach, c'est plus un psy ou plus un manager de transition? Alors, je vais plutôt parler en différence l'un de l'autre. Le psy va surtout parler du passé et on va aller voir les racines de ce passé, et on va rester dans ce passé, on va essayer que les blessures passées soient guéries. Le coach, il est quand même très tourné vers présent-futur. Hein. Alors, de temps en temps, on retourne vers le passé, parce qu'il y a forcément des racines qui sont là-bas, mais dans une finalité d'action. On avance. Donc déjà, pour moi, le coach et le psy, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, moi, quand je vois que j'ai des personnes qui ont besoin d'aller voir un psy,
j'ai l'honnêteté et l'éthique de le leur dire parce que je ne suis pas un psy. La deuxième chose, le manager de transition. Alors, le manager de transition, non, parce qu'en fait, le coach ne va pas être celui qui va faire à la place de son client. Il va être un révélateur, il va utiliser des outils qui vont faire prendre conscience à son client d'un certain nombre de choses, mais les actions, elles vont être menées par le client lui-même. Le coach n'est pas un dirigeant de substitution qui va prendre le volant. Ça, c'est beaucoup plus du sparring partner, c'est plus du mentoring ou c'est du manager de transition. Mais le coach ne fait pas le boulot à la place de son client. Il est là pour Et, éveiller sa conscience. et est-ce que ça peut pas être justement un réflexe un peu facile du coaché que de penser que c'est le rôle du coach? Oui, mais c'est au coach de subtilement rappeler le cadre, c'est-à-dire qu'en fait, le coach, avec ses techniques de coaching, va être responsable de ce cadre dans lequel va s'opérer le coaching. Et il va être aussi, par contre, il va pas être responsable des résultats. Parce que si tu coaches quelqu'un qui ne fait rien, ben en fait, il se passe rien. Si tu coaches quelqu'un qui, avec ses prises de conscience, se met à changer, à essayer, et que d'une séance à l'autre, il y a des choses qui se passent, ben là, en fait, le coaché va sentir les effets, mais les effets, ils ne viendront que de lui. Donc c'est au coach d'être honnête en disant je vais pas faire le boulot à ta place. Et en tout cas, les coachs qui font croire l'inverse sont des mauvais coachs. On parle d'opérations capitalistiques, donc c'est souvent des moments, avec, déjà des process qui sont longs et qui sont stressants. Quels seraient les conseils du coach pour s'y préparer? Bah écoute, moi je me suis adossé à des méthodes qui sont celles de Robert Dills. Robert Dills, il a coaché des centaines d'entrepreneurs et il a bâti des concepts, enfin des modèles de l'entrepreneur à succès. Et en fait, moi j'utilise un diagnostic qui a été fait par Robert Dills et je pense qu'en fait, de la même façon que quand on fait un diagnostic financier, quand on fait un diagnostic des processus, quand on fait un diagnostic, enfin bref, on fait plein de diagnostics sur l'entreprise. Il manque un diagnostic sur l'entrepreneur, le dirigeant la plupart du temps. Et donc, avoir un diagnostic va permettre au dirigeant de reconnaître normalement, s'il est honnête, et il y a quand même beaucoup de dirigeants qui sont honnêtes, et surtout avec leur coach, surtout si le coach est bienveillant et à l'écoute, euh, ils vont identifier qu'effectivement là il y a une faille. Donc de cette faille, ils vont soit travailler sur eux-mêmes, ou soit ils vont déléguer parce que franchement c'est pas leur tasse de thé d'être dans ce domaine-là plus performant. Et inversement, ils vont identifier leurs forces, peut-être qu'ils les connaissaient, mais peut-être qu'ils vont les connaître encore mieux, et donc ils vont pouvoir s'appuyer sur leurs forces pour être encore un meilleur dirigeant. Donc pour moi, c'est hyper intéressant quand on reprend une boîte ou quand on est dans une phase de transition, d'accélération, d'avoir à côté de soi un coach, parce qu'on va améliorer sa version et on va pas juste améliorer l'IT, la finance, etc. Tout ça, c'est important. Mais le premier plan à faire améliorer, c'est Warren Buffett qui dit ça, le meilleur investissement, c'est l'investissement personnel, c'est améliorer sa capacité à mieux diriger une entreprise. Est-ce qu'il y a des routines que tu as à partager, ou que tu trouves qui fonctionnent bien justement pour la gestion du stress? Alors, en fait, moi, j'ai copié-collé ce qu'on peut voir dans la méthode agile, qui est souvent utilisée, le Scrum, qui est souvent utilisée pour construire des solutions IT ou digitales. En fait, c'est marrant parce qu'elle est très peu utilisée dans le quotidien des gens. Or, quand on bâtit des projets dans une boîte, que ce soit des projets sociaux, des projets financiers, des projets, tout ce qu'on veut, hein, c'est bien d'avoir ce rythme de sprint, pour reprendre le Scrum, c'est-à-dire de se dire sur les 15 prochains jours, qu'est-ce que je vais mettre en place, et d'avoir des rituels à la fois chaque matin de dire, par rapport à mes objectifs sur ces 15 prochains jours,
c'est quoi que je fais exactement, avec quel focus je mets aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est un des points que rencontre le dirigeant, c'est que comme il est un petit peu partout, il est parfois nulle part. Donc, avoir un rituel quotidien et hebdomadaire sur qu'est-ce qui est le plus important dans ces 2 semaines qui viennent, mais aussi dans la journée d'aujourd'hui. C'est hyper fondamental. Et la deuxième chose qui me paraît fondamentale, et qui paraît gadget alors que ça ne l'est pas pour notre cerveau, c'est la gratitude. Notre cerveau a besoin d'avoir des récompenses. Alors les récompenses, des fois, c'est fumer, c'est boire un verre d'alcool, c'est manger du chocolat. Bah, il y a aussi les gratitudes. La gratitude, c'est de se dire à la fin de sa journée, qu'est-ce qui a été super aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai trouvé génial? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire, là où j'ai envie de me dire merci? Alors, tout ça, ça paraît psycholo bidule, mais en fait, notre cerveau, il aime les récompenses immédiates, alors que souvent, un dirigeant, il est récompensé sur une durée longue, lancement de son entreprise, résultats financiers, chiffre d'affaires, marge, etc. Et donc, comment se récompenser sur une durée plus courte, parce que notre cerveau, encore une fois, il aime les récompenses sur une durée courte. Est-ce que c'est pas être un peu dans de la méthode Coué? Non. Voilà, c'est ma réponse. Non, non, c'est pas tout. Non, mais Euh, tu vois ce alors que je veux déjà, dire? la méthode Coué, je sais pas si tu connais vraiment l'histoire de Coué, qui était un pharmacien de Troyes. En fait, on s'est beaucoup moqué de lui, Coué, alors qu'en fait, il avait trouvé quelque chose qui est l'effet placebo, qui est de recevoir des clients, enfin des gens qui viennent dans son officine, et il s'était rendu compte que quand il disait «Oh, ce médicament marche très très bien», bah, en fait, la personne était nettement plus rapidement soignée. Et en fait, on s'est foutu de la figure de Coué, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, quelque part, habituer notre cerveau à la réussite, mais aussi adosser des résultats, des petits pas, et de dire ce petit pas, je me le reconnais à moi, va donner envie à ton cerveau de faire 10 pas de plus. Et c'est un entraînement qui va faire que ton cerveau va se dire ça vaut le coup de continuer. Alors que le dirigeant qui force, qui se dit tous les matins je vais m'en sortir, je suis fort, je ne peux pas faire autrement que m'en sortir, bah à un moment, celui qui se met en panne, c'est son inconscient. Et le problème, c'est que l'inconscient, il pilote à peu près 90-95% de nos actions. Donc, il faut plutôt être copain avec notre inconscient que d'être contre notre inconscient. Est-ce que, tu as mentionné un truc qui a fait tilt tout à l'heure. Tu as parlé de la solitude du dirigeant. Cette solitude, effectivement, on peut la contrebalancer par ses gratitudes. Est-ce qu'il y a d'autres astuces en tant que coach que tu as vues pour, sortir de cette solitude? Bah, moi, j'essaye de tous les moyens possibles de faire se rencontrer des dirigeants entre eux. Euh, J'organise des soirées, je fais un mastermind, etc. Et on connaît, toi et moi, on connaît le networking. On s'est d'ailleurs rencontrés dans un endroit de networking. Pour moi, c'est fondamental, au-delà d'être coaché et qu'on prenne le temps, que le coach prenne le temps de comprendre le mode de fonctionnement du dirigeant, c'est fondamental de rencontrer d'autres dirigeants. Alors ça paraît simple comme ça, mais souvent on n'a pas le temps. Et donc le dirigeant se retrouve seul à bord. Et en plus, quand il fait un diagnostic sur sa situation qui commence à être inquiétante, il a parfois ce qu'on appelle honte, appelons un chat, il a honte de partager avec d'autres que bah, en ce moment ça va pas très bien. Or, si on fait partie d'un groupe de pairs et que ce groupe de pairs s'habitue à partager bah, ce qui marche, mais aussi ce qui marche pas, bah, quelque part, on va s'autoriser de plus en plus dans ce groupe, on va s'autoriser à se dire en ce moment, moi, je vais pas bien. Je vais pas bien et j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est un petit bijou pour le dirigeant parce que c'est exactement ce qu'il ne s'autorise pas à la base. Et quand il s'autorise ça, il autorise
il s'autorise à être vulnérable, et là, il voit que d'autres ont des solutions là où lui n'en a pas. Et c'est la clé de voûte de ces groupes mastermind et de ces soirées entre dirigeants. Voilà, c'est des choses qu'on additionne, hein, bien sûr. Toi, tu vas me parler de compétences à la fois financières. Je suis bien placé pour savoir, quand j'avais ma boîte qui faisait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne m'intéressais pas qu'au mindset. Je m'intéressais aussi à la finance, je m'intéressais à l'IT, je m'intéressais à plein de choses. Mais on va dire, il faut qu'il prenne soin de lui et qu'il accepte sa vulnérabilité. Est-ce que en tant que dirigeant, accepter sa vulnérabilité, c'est pas aussi pour certains, se mettre en défaut ou par rapport à ses équipes? Ben, moi, je crois maintenant l'inverse. J'ai cru pendant très longtemps, j'ai parfois été poker face parce que je me disais, faut surtout pas que tu montres à quel point en ce moment ça va pas terrible. Donc je tenais un visage rayonnant, machin. Bon, très bien. Et en fait, quand j'ai partagé ma vulnérabilité, ou quand j'ai partagé, alors bien sûr, si tous les matins tu dis à tes équipes que t'as le moral dans les chaussettes, il y a un moment tu vas créer une contamination où tout le monde va avoir le moral dans les chaussettes. Mais par contre, si tu reconnais déjà tout ce que tu ne sais pas, moi j'avais un malin plaisir dans certaines réunions où les gens parlaient de plein de choses et se disaient, bah, le dirigeant, forcément, il connaît. Moi, je disais, excusez-moi, mais là, je suis peut-être une quiche, je n'ai rien compris. Et je savais qu'en fait, en disant ça, il y avait une partie de l'auditoire qui n'avait pas osé lever la main et qui se disait, ah, c'est quand même sympa qu'il ait dit ça parce qu'en fait, on ne comprenait pas depuis le début. Donc, pour moi, montrer sa vulnérabilité ou montrer qu'on n'est pas omniscient, c'est aussi autoriser les autres à être plus honnêtes. Parce qu'en fait, en 2024, celui qui dit qu'il sait tout, alors déjà, c'était pas vrai en 90, mais celui qui dit ça en 2024, c'est un menteur. Donc, reconnaître qu'il y a des parties qu'on ne maîtrise pas, ça donne un côté humain aux dirigeants et ça donne un côté honnête aux dirigeants. Parce que nos équipes ne sont pas non plus complètement dupes vis-à-vis du côté poker face, et même souvent, elles sentent qu'il y a un côté faux. Donc plus on est authentique, et plus on autorise les autres à être authentiques. Donc ça crée de la fluidité dans les échanges humains. Toi qui connais du coup l'intimité de pas mal de dirigeants, si tu devais résumer 2024, c'est quoi les grands challenges qui terrorisent les dirigeants? Alors, il continue à y avoir une difficulté de recrutement. Malgré ce début de crise, les dirigeants continuent à dire qu'ils ont vraiment du mal à trouver, en tout cas, des personnes fiables, des personnes qui restent, des personnes qui correspondent à leurs attentes. Le deuxième point, il y a l'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler. Et c'est vrai que ça peut faire parler, parce quand on discute un petit peu avec ChatGPT, ce qui est mon cas tous les jours, bon, on voit quand même que c'est quand même assez sophistiqué. Donc il y a des interrogations de qui va l'adopter, est-ce que je l'adopterai suffisamment vite, est-ce que je l'adopterai suffisamment bien. Bon, il y a tout ça. Il y a aussi des angoisses sur la somme des crises mises bout à bout. Parce qu'on est quand même bien chargé depuis quelques années, le Covid, l'Ukraine, Israël, l'inflation, etc., etc., les matières premières. Bon. Donc, on commence vraiment à sentir des pans de l'économie qui vont pas bien. Et donc, il y a le côté, quand est-ce que je vais être touché par ça? Il y a vraiment une interrogation sur euh, est-ce que je vais être touché maintenant ou un peu plus tard? Ou si je suis touché, est-ce que ça va m'emporter? Voilà. Je sens quand même une angoisse euh, que beaucoup de gens qui ont vécu la crise ont déjà connue, hein, mais l'angoisse de est-ce que je vais pas faire le mauvais choix qui va m'emporter? Donc ça, c'est quand même fort. Et moi, il y a un truc qui me perturbe, enfin euh, je sais pas comment dire, ouais, qui me perturbe, en France particulièrement, c'est de voir le nombre de dirigeants qui se payent mal ou qui ne se payent pas.
Être à la tête de son entreprise, travailler comme un forçat 70-80 heures et ne pas être sûr qu'à la fin du mois, je pourrais même me payer le SMIC, je trouve ça choquant et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les médias français, parce qu'en fait, on parle beaucoup plus de catégories socio-professionnelles qui sont défendues, représentées, mais les dirigeants, un peu le pendant de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sois fort, je me débrouille tout seul, j'en parle pas trop à l'extérieur, et le pendant, c'est qu'ils sont un peu tout seuls à souffrir, mais des fois le martyr, je trouve. Je suis d'accord. Il y a des organisations patronales, mais pas des organisations de dirigeants. Non, C'est très voilà. différent. Voilà, et on mélange un petit peu tout ça. Tu as parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses qu'une intelligence artificielle peut arriver pour disrupter le métier de coach? Alors, je pense vraiment que tout ce qui va être du domaine de l'humain va être le dernier, l'humain au sens je comprends subtilement l'humain, va être va être touché, mais va être le plus longtemps, enfin, comment dire, va être touché bien plus tardivement. Il y a des outils qui permettent de reconnaître dans le non-verbal notamment, dans le ton, dans le regard, dans tout un tas de choses, des choses que peut-être nous, notre inconscient reconnaît, mais qu'on conscientise pas en tant que coach. Donc il y a des outils assurément d'intelligence artificielle qui vont aider à comprendre dans quel état émotionnel se trouve la personne. Même la personne ne le saura pas et l'intelligence artificielle le saura. Donc il va y avoir des outils qui vont apparaître, peut-être des outils qui vont se substituer dans certains cas au coach. Mais je ne crois pas, moi, dans mon domaine de coach de dirigeant, que une intelligence artificielle soit à la fois capable de donner un diagnostic, mais aussi de poser les bonnes questions, mais aussi ça viendra peut-être, mais aujourd'hui, je pense que c'est une profession qui est à l'abri. Bon, bah, c'est un bon choix alors que tu as fait en changeant de cap. Ouais, 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 doublement, enfin doublement ou triplement, puisque je me suis jamais autant épanoui que dans mon job actuel, donc c'est. Comment, des dirigeants peuvent-ils prendre contact avec toi? Alors c'est simple, alors moi je suis très présent sur LinkedIn, donc il suffit de m'écrire, je réponds toujours. À toute personne, je réponds. C'est de la politesse, mais c'est aussi ma marque de fabrique. Et puis après, il y a un lien Calendly qui permet de prendre un rendez-vous avec moi. Et Calendly, c'est mon assistant ou mon assistante. Et donc voilà, j'honore aussi. C'est très rare que je refuse les rendez-vous qu'on prend avec moi. Donc en fait, on peut me trouver et on peut converser avec moi assez facilement. Voilà. Et est-ce que avant de rentrer dans la méthode de Stéphane Seguin de coaching, il y a une façon de découvrir Stéphane Seguin qui existe? Je publie tous les jours sur LinkedIn. Déjà, en fait, il y en a beaucoup qui imaginent que sur LinkedIn, on ne fait que du marketing. Non, je donne aussi, je fais part de tips, je fais part de conseils, je fais part de mon expérience passée, de mon expérience actuelle, des retours d'expérience de mes clients. Donc, en fait, quelque part, on a des réseaux sociaux, à condition de faire le tri entre tous les réseaux sociaux qui sont nombreux, mais il y a déjà pas mal de méthodes, de conseils qu'on peut avoir ici ou là. Et moi, j'en donne, je fais même des articles chaque semaine qui permettent de fouiller un petit peu plus une méthode, un outil, un sujet. Et puis après euh, moi, j'invite assez facilement depuis quelques mois à des soirées de dirigeants, au moins une soirée de test. Et voilà, c'est ma façon un petit peu généreuse. Alors après, je suis pas, bien sûr, j'ai une boutique à faire tourner, j'ai un business à faire tourner, mais je suis assez quand même généreux dans mes productions et dans mes partages. Bon, bah, c'est génial. Dernière petite question, mais juste pour te taquiner, c'est est-ce que toi tu es coaché? Oui, alors moi, je suis supervisé déjà. Alors, même pendant un temps, c'est plus le cas en ce moment, mais j'avais deux superviseurs
Un superviseur, déjà, c'est quelqu'un vers qui on se tourne quand on a des cas clients, des difficultés. Bah, pareil, un petit peu comme le dirigeant, quand on se sent seul face à, soit en termes de méthode, soit en termes d'approche, soit en termes d'éthique. Donc, j'ai eu une deuxième superviseur qui était plus de la supervision sur ma méthode, la méthode que j'avais apprise avec Robert Dills. Euh, je me fais coacher aussi parce qu'en fait, déjà, c'est un entretien permanent. Pour moi, le coaching, alors tout à l'heure, je t'ai dit, je croyais plus trop à aller voir un coach un peu comme un psy, mais moi, je vais voir des coachs, des fois différents, sur 2, 3 mois, et je vais les revoir 6 mois plus tard, j'ai un autre sujet, et je viens me faire coacher. Je viens me faire coacher pour le développement de mon business, je viens me faire coacher parce que le solopreneur, c'est pas exactement la même chose que toi, les chefs d'entreprise qui ont des équipes, mais il a d'autres problèmes. Et donc, oui, je vais me faire coacher parce que je suis archi convaincu que j'ai besoin d'être coaché. Moi aussi. Bon. Eh ben, écoute, c'est une bonne conclusion. Je te remercie beaucoup, pour, ces 45 minutes qu'on a passées ensemble. Merci. J'invite tous, mes auditeurs à prendre contact avec toi, s'ils le désirent et puis, Bien sûr, merci. à très bientôt. À très bientôt, François.